Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous avons une soirée spéciale de l'écrit à l'écran. Je vous présente Laure Saget, qui est directrice du développement audio du groupe Madrigal, et aussi directrice des droits audiovisuels chez Flammarion, Ariane Ascaride, comédienne, puis maintenant autrice ou auteur, je ne sais pas ce que vous préférez, et Harold Valentin, qui est le fondateur de Mother Productions, qui produit des séries, entre autres la série 10%, et Frédéric de Gelt, que vous connaissez tous, qui va co-animer avec moi cette rencontre. Ce soir, nous avons des librairies partenaires. Nous avons Petite Histoire entre amis à Chenevière-sur-Marne, nous avons Place Ronde à Lille, l'Arbre à mots à Rochefort-sur-Mer et le Coin des livres à Davézieux. Même manipulation, si les lecteurs ont envie de poser des questions à nos intervenants de ce soir, ils pourront le poser par l'onglet Converser. Nous devions avoir Marc Duguin, mais il n'a pas pu être présent. Mais par amitié, il a répondu à nos questions et nous l'entendrons en milieu de rencontre. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes frais à répondre à toutes nos questions? Totalement prêt. On en a plein. On en a plein. Alors, la première question, elle est pour Laure Saget. Laure Saget, vous vous occupez des droits audiovisuels chez Flammarion. Comment ça se passe techniquement quand un livre est adapté soit en série, soit au cinéma, plutôt au cinéma? Comment ça se passe? Alors, dans le meilleur des cas, dans le cas le plus heureux et le plus simple pour nous, en général, ça se passe par le désir d'un réalisateur ou le désir d'un producteur qui a identifié un bouquin qu'il a particulièrement aimé ou dont il a vu le potentiel d'adaptation et qui vient vers nous pour nous dire à quel point il a aimé ce projet et à quel point il aimerait en faire un film magnifique, exceptionnel ou une série. Donc ça, c'est le cas idéal pour nous parce que du coup, on a quelqu'un qui vient nous voir et qui vient avec déjà son désir. La réalité, c'est que dans 90% des cas, c'est quand même nous qui faisons des propositions, principalement à des producteurs, puisqu'il faut savoir que nos clients, les gens avec qui on travaille en partenariat, c'est les producteurs. Les réalisateurs sont évidemment toujours très présents, mais celui qui va acheter les droits, tout simplement, parce que c'est effectivement l'achat d'un droit, ce sera le producteur. Et donc, notre travail, nous, c'est de proposer à chaque producteur, en fonction de sa ligne éditoriale, des recherches qu'il a, des réalisateurs avec qui il travaille, les meilleurs ouvrages pour finalement le projet de dans 3 ans, puisqu'en fait, on se retrouve quand même avec un décalage à peu près de 3 ans, puisque le temps d'écriture d'un scénario, c'est au moins 1 an. Ensuite, on a le temps du financement, qui est souvent très long et de plus en plus long. Et puis ensuite, on a le passage au tournage. Donc, c'est un échange. Ariane, vous voulez dire Non, je disais puis la sortie, parce que entre le tournage bien et sûr. la sortie, des fois, il y a pas mal de mois qui passent. Exactement, il peut se passer entre 1 an et en ce moment, ça va être dans l'année qui va venir. On n'ose même pas en parler puisque là, les délais sont difficiles à établir. Voilà, donc c'est ces échanges-là permanents entre les producteurs, les réalisateurs et les chargés de droit, mais aussi ça peut venir d'un auteur qui va rencontrer un réalisateur et qui va venir nous voir en disant « j'ai eu un coup de cœur avec ce réalisateur qui a adoré mon livre » et on y va. Et puis après, il y a une discussion contractuelle et financière, puisque notre métier et ce qu'on doit faire, c'est vraiment valoriser les droits et les ouvrages de nos auteurs. Et donc, il va y avoir une négociation avec Harold, par exemple, sur d'abord ce qu'on appelle, ce qu'on appelle une option, c'est-à-dire la période où en fait le producteur va développer le projet, écrire un scénario et essayer de monter son financement. Ça dure entre 12 et 18 mois pour la première étape. En général, on prévoit un renouvellement parce que ça prend souvent plus de temps que ce qu'on a anticipé. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, on est au moins à 2-3 ans avant de passer à la phase merveilleuse où ils nous appellent en disant « ça y est, j'ai mon financement, je lève l'option ». Et là, c'est la joie puisqu'ils vont vraiment acheter les droits à ce moment-là et donc ils vont devenir acquéreurs des droits pour le temps d'exploitation du film. C'est entre 20 et 30 ans à peu près, le temps qui est nécessaire pour la valorisation de leur catalogue. Et puis, ils vont rentrer en tournage et ensuite, voilà, ça va s'enchaîner de cette manière-là. Il faut savoir que
le pourcentage d'options, donc de sujets développés qui vont se transformer en film, c'est entre 10 et 20%. Hein. Donc, Pas beaucoup. malheureusement, voilà. Mais je pense que c'est la même chose, et Harold vous le dira, pour des scénarios originaux. Voilà, un scénario original, on n'est jamais sûr qu'il devienne un film. Et c'est pas très cher non plus. Ça peut être, on verse 2 000 ou 3 000 euros pour que le producteur puisse, à pas cher, savoir s'il va pouvoir traiter ce film. Et avant que ça devienne un film, ça va pas être très cher. Alors justement, Harold, l'option n'est pas très chère. Combien ça coûte d'adapter? Je m'adresse au producteur, c'est normal. Est-ce que c'est plus cher que de ne pas adapter? D'abord, il y a, comme dit Laure, il y a une question de coup de cœur pour un univers, pour une œuvre, pour des personnages. Et on a tous des obsessions dans la tête. Et un producteur, bien sûr, il est là pour organiser le travail d'écriture, de tournage et la sortie. Mais il a aussi sa sensibilité artistique. Et donc, il va, plus il est expérimenté, plus il voit à peu près quels sont les univers ou les thématiques qui lui parlent. Et donc, il va aller vers un certain type de livre. Et en ce moment, dans le monde du cinéma et de la télévision, il y a énormément de projets. On sait qu'il y a de plus en plus de capacité à montrer des images. Alors, on peut en être content ou pas, mais en tout cas, il y a une inflation incroyable des images. Et donc, en ce moment, il se passe quelque chose autour du monde des droits littéraires qui est très puissant aux États-Unis, mais qui commence à l'être en France aussi, et Laure pourra en témoigner, qui fait que on est tous à la recherche des bonnes idées et les auteurs les scénaristes ont de moins en moins le temps de développer des idées originales, et donc la recherche d'une idée originale est très tentante. Alors après, il y a les pour et les contre là-dedans, parce que quand on tombe amoureux d'un univers, parfois l'univers est tellement formidable, comme La Recherche du temps perdu, auquel beaucoup de gens se sont essayés sans y parvenir. HBO est en train d'y travailler. Mais une œuvre littéraire ne fait pas film. On ne filme pas un texte, on ne filme pas un scénario. Et donc, quelque part, les films ou les séries les plus réussies, ce sont ceux qui ont réussi à trahir et à réinventer l'univers littéraire. Et c'est là où la discussion d'origine avec des gens comme Laure, l'éditeur et le romancier, l'auteur, est ouais, très bien sûr. important d'être très clair. Est-ce que le livre s'adapte facilement au cinéma ou en série, ou est-ce qu'il faut la trahir? Il vaut mieux l'annoncer au début. Et après, bien évidemment, le prix dépend du succès de l'œuvre aussi. Ce n'est pas la même chose d'acheter un livre qui a été vendu à 300 000 ou 500 000 exemplaires et un qui est à 10 ou 15 000 exemplaires. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est très nourrissant de lire beaucoup de livres, parce que le livre est une économie qui a moins, où il y a une barrière à l'entrée qui est moins forte, donc il y a des propositions très très variées, que ce soit dans le roman jeunesse, le roman adulte, le roman fantasy, voilà. Alors, justement, c'est plus économique d'adapter un auteur mort, alors, non? Ah non, il faut qu'il soit dans le domaine public pour que ce soit vraiment économique. Ah, L'auteur voilà. mort de moins de 70 ans est encore cher, car il a des ayants droit qui veillent au grain. Et Donc, des éditeurs qui veillent au grain aussi. Voilà, exactement. Et non, c'est effectivement tout le domaine public. Zola est moins cher qu'un auteur contemporain, ça c'est sûr. Ariane, pardon. Parfois, il y a eu un livre d'origine qui a été adapté plusieurs fois, et ça crée une chaîne de droit un peu complexe. Voilà, on ne va pas rentrer là-dedans. Et je voyais une question sur est-ce que l'auteur d'origine est toujours sollicité pour coécrire? Cela dépend. Soit le livre tient vraiment en lui et se transfère facilement à l'écran, et ça peut être vraiment intéressant de travailler avec l'auteur, mais demander à un romancier de se trahir lui-même pour réinventer son univers, il faut avoir une discussion très profonde et sincère avec lui ou elle, et voir si jamais ça lui convient. C'est exactement… On va revenir aux questions après. Les questions du public, on les pose en fin, parce que sinon on se mélange avec l'animation normale. Je voulais demander à Ariane, parce que Ariane est probablement la seule qui se soit glissée dans des héroïnes,
par rapport à vous trois. Est-ce que c'est plus difficile de se glisser dans une héroïne qui existe déjà dans un livre, ou est-ce que parce que tout le monde l'a fantasmée, ou comment fait-on? En fait, je crois qu'il ne faut pas se poser la question, parce que si on se pose la question, on ne s'y glisse pas, tout simplement. Je crois qu'il faut être assez fou pour se dire je vais y aller. Et aussi, alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'une réalisatrice ou un réalisateur ne va pas proposer n'importe quelle héroïne ou n'importe quel héros à une actrice ou à un acteur. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose où il y ait, on peut, parce que le physique, l'image, nous on travaille avec l'image, hein, donc il faut que l'image, il y ait une espèce d'évidence quand on vous voit d'un coup à l'écran, en se disant ah ben oui, ça peut être, voilà, par exemple, je sais pas comment dire, mais moi par exemple, moi j'adore Emma Bovary, vous voyez, je l'adore, je lis toutes les années Emma Bovary, je lis Madame Bovary toutes les années, mais je sais très bien qu'Emma Bovary, je ne pouvais pas, c'était pas possible. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Et il faut faire toujours enfin à mon sens, il faut toujours faire très attention quand on adapte, parce que on oublie souvent que les gens, quand ils lisent des livres, ils font fonctionner leur imaginaire. Donc, et le personnage central, en ce qui concerne les actrices, le personnage central féminin, tout le monde l'a inventé d'une certaine manière. Donc, il faut que quand même l'actrice à qui on va proposer ça, il y ait une sorte d'évidence où on puisse se dire ah ben non, je la voyais pas tout à fait comme ça, mais quand même ouais, ça marche, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, quand à l'acteur ou à l'actrice qui va faire ça, bien sûr qu'il faut avoir lu le livre, mais des fois je crois qu'il y a des actrices ou des acteurs qui n'ont pas lu le livre, et c'est pas au fond tellement grave, ils vont lire le scénario, et après il faut se lancer dedans qu'est-ce que ça veut dire une fidélité, par exemple, dans le sens du jeu, en fonction de quoi, quelle fidélité? C'est ça qui est vraiment compliqué. Et ça, c'est aussi le point de vue de la réalisatrice ou du réalisateur qui va adapter un roman. Mais à mon sens, un très grand roman, c'est toujours très, très difficile à adapter. Parce qu'il est trop fort. Vous voyez, c'est trop fort. Littérairement parlant, c'est tellement génial que il y aura moi, en tout cas, moi j'ai toujours eu ce sentiment-là, il y a un manque, quoi. Il y a un manque. Je vous écoute, là, je me dis, vous feriez une merveilleuse Colette. Ouais, et ben on va comme le fantasme naît aussi de... J'adore Colette. Il y a quelque chose qui est très important aussi, je voulais le dire en tant que libraire. Souvent, quand un livre est adapté au cinéma, ça relance beaucoup le livre, puisque déjà on change la couverture du livre. Souvent, ça concerne le format poche. Et ça relance parce que les lecteurs ne l'ont pas lu et ont envie d'aller. Ils font le chemin inverse, en fait. Ils ont vu le film et ça leur donne envie d'aller lire le livre pour voir qu'est-ce qui a changé. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que souvent, on nous dit je voudrais le livre du film. Oui. Ouais, ne me dites pas des choses comme ça, c'est désespérant. Non, mais pour les éditeurs, c'est toujours une très bonne nouvelle, notamment pour les éditeurs poche. Et effectivement, on reprend très souvent l'affiche du film ou le visuel de la série sur les versions poche. Et c'est vrai que c'est toujours l'occasion d'une relance. Je me souviens, c'était sur la délicatesse. Ça a été absolument dingue à quel point ça a relancé les ventes du livre. Ça a été merveilleux pour cet auteur. Surtout qu'il avait travaillé sur David Fuenquinos. David. Ouais, David. Bah justement, quand vous dites que ça relance, ça veut dire quoi concrètement? Ça remet en lumière l'œuvre littéraire. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire concrètement. Un livre qui, par exemple, voilà. Sur les chiffres? Oui, par exemple. Alors, il n'y a pas de règle. On peut en vendre 3000 ou 4000 poches à l'occasion de la sortie du film, ou alors ça peut multiplier par 10 ou 100 les ventes. Le cas très marrant récemment sur une série, c'est le cas de Bridgerton. La série Bridgerton, qui était en fait une série de romances publiée chez J'ai lu, qui menait sa petite vie d'ouvrage de romance, qui vendait à ses lecteurs
habitués à la romance. Là, d'un coup, il y a eu une espèce de visibilité pour le grand public à l'occasion de cette série dont on peut discuter de l'intérêt, mais en tout cas, pour le livre, ça a été incroyable. Ça a été une très, très bonne nouvelle. C'est la même chose avec Le Jeu de la Dame en ce moment chez Galmester, qui est une série sur Netflix qui est adorée par tout le monde, y compris par ceux qui ne savent pas du tout jouer aux échecs d'ailleurs. Et je crois dommage que Galmester, parce que les parties sont terribles. Oui, Ariane. Ariane, lève le doigt. Ariane? Non, c'était juste que je ne sais pas aux échecs et que j'ai vu cette série. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et après cette série, on ne sait toujours pas jouer aux échecs d'ailleurs. Non, on est d'accord. Moi qui joue aux échecs, je peux vous dire que les parties qui sont dans la série sont exceptionnelles. Gasparov a travaillé sur les parties, elles sont vraiment magnifiques. C'est vraiment pour les puristes, c'est vraiment un régal, quoi. Voilà, je ferme la parenthèse. Harold, est-ce que vous avez des adaptations en cours en ce moment? Oui, mais je ne peux pas en parler pour le moment. Moi, justement, Colette. Voilà, Colette. Il y a eu un très joli film d'un auteur australien, d'ailleurs, sur Colette récemment. Mais moi, j'ai adapté une bande dessinée qui s'appelle Lou. Oui. Ah bah oui. Avec l'auteur d'origine, parce que l'univers était tellement spécifique que d'abord, lui en avait très envie et j'avais très envie de travailler avec lui. Je trouvais qu'il y avait une singularité des personnages. C'est une mère monoparentale et sa fille dans un univers très fantasy et de plus en plus fantastique, d'ailleurs, au fur et à mesure des tomes. Et ce qui est très intéressant, c'est que le monde littéraire donne beaucoup de voix au monde intérieur, et c'est ça qu'il faut essayer de travailler, comment on rend ce monde intérieur ou comment on le complète dans une adaptation scénaristique. Et le monde de la bande dessinée paraît beaucoup plus proche du cinéma. Et en fait, il y a des grands trous parce que les cases permettent des ellipses incroyables, etc. Et finalement, ce n'est pas si facile d'adapter une œuvre en gardant cet esprit-là, l'esprit d'origine. Et l'adaptation sur laquelle je travaille, justement, c'est un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est un livre magnifique, mais en accord avec l'auteur, on essaie d'enrichir un peu l'univers pour que dans la trame dramaturgique, puisque l'auteur veut en faire une série, il y ait suffisamment de choix, de dilemmes pour les héros, les héroïnes, qui fassent que ça permet de nourrir la série. La question du dilemme et du choix est très importante dans une série, en tout cas. Oui, c'est vrai que la retranscription du discours intérieur, c'est le challenge de l'adaptation. Puisque, au-delà des questions de budget, dans un livre, vous pouvez mettre des guerres interstellaires, tous les avions que vous voulez. C'est là où le livre a une puissance incroyable. Et c'est vrai que ça fait le discours intérieur, paradoxalement, ça coûte pas cher, mais c'est très difficile à retranscrire par des scènes. Ça, j'en avais beaucoup discuté avec un auteur qui s'appelle Ivan Calberac, qui a écrit son premier roman après avoir réalisé plusieurs films et qui du coup s'est retrouvé dans la situation d'adapter lui-même au cinéma en tant que réalisateur scénariste son propre roman. Venise n'est pas en Italie, hein, c'est ça? Voilà, Venise n'est pas en Italie, et ça a été compliqué pour lui parce qu'il a fallu qu'il remette des scènes dans son discours, à la place de son discours intérieur, et ça a été très très difficile. C'était vraiment, là il avait fait le 360 et douloureux. Et pour les romanciers, c'est souvent difficile de passer de l'écriture à l'image, parce que l'image demande une vraie collaboration avec les acteurs, les techniciens. Et donc, le réel, parfois, surgit et s'empare de l'univers tel que vous pensiez le contrôler. Et les acteurs vont vous faire des propositions, les actrices aussi. Et il faut accepter que ce soit une collaboration, alors que le romancier maîtrise son univers, comme le scénariste d'ailleurs parfois. Alors que le réalisateur va laisser le réel prendre une part de cette création. Et évidemment, Ariane en parlera mieux que moi, avec les actrices et les acteurs. Oui, en plus, il est très aidé pour le réel quand même, parce que moi, si je veux qu'on soit en Amazonie, il faut que je bosse en tant qu'écrivain. Le réalisateur, il met sa caméra en Amazonie et nous sommes en Amazonie. Il faut qu'il arrive à pouvoir aller mettre sa caméra en Amazonie. Hein. Ouais, c'est ça qui va être cher. Donc, à la limite, vous bossez, mais
je pense que vous allez y arriver plus vite. Ça va vous prendre pas 2 ans. Lui, ça va lui prendre 2 ans pour aller mettre la caméra en C'est ça. Amazonie. Il y a une gestion du temps qui n'est pas du tout la même. Pas du tout la même, non. Je vous propose de regarder Marc Duguin et ensuite de rebondir sur ce qu'il va dire en dernier. Alors, je vais faire une petite manip. Vous êtes à la fois auteur et réalisateur. Vous avez été auteur avant d'être réalisateur. Est-ce que ce désir était le même dès le départ? Est-ce que vous aviez déjà l'envie d'être réalisateur quand vous avez commencé? Non, pas du tout. Enfin, ce n'était pas du tout le projet initial. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que La Chambre des officiers, au départ, ça devait être qui a été mon premier livre, ça devait être un scénario. Comme je ne savais pas écrire un scénario, parce que j'avais des copains qui m'avaient dit « ouais, ça serait bien », j'aurais raconté l'histoire, et donc c'était des gens qui étaient un peu dans le cinéma, qui étaient producteurs, qui m'avaient dit « ça serait bien, une histoire comme ça à monter au cinéma ». Et à l'époque, j'y connaissais rien, et je leur ai dit « moi, je ne sais pas monter un scénario, je ne sais pas faire le découpage, je ne sais pas faire, donc je vais l'écrire en livre, et on verra après ». Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le livre a été écrit, longtemps refusé par les éditeurs. Et puis, d'un seul coup, il y a eu plusieurs producteurs qui ont voulu le faire. Et donc, je me suis engagé que le premier qui avait été intéressé, parce que j'étais pas au plus offrant, mais à la parole donnée. Donc, et ça s'est fait comme ça. Et Duperron a fait le film. Après, ce qui est intéressant, c'est que le film a eu un impact sur mon désir de réaliser. C'est-à-dire que de voir ce film, qui était une histoire très personnelle, puisque c'était l'histoire de mon grand-père, approprié par un autre, j'ai eu quand même un peu de difficulté, même si j'ai beaucoup aimé La Chambre des officiers. Mais c'était presque une autre histoire, ça m'était presque étranger. Et je me suis dit, c'est un peu dommage si un jour d'autres de mes livres doivent être adaptés. Je pourrais essayer. Puis en même temps, j'étais quand même conscient que c'était un autre métier et que je n'étais pas formé pour, et que j'y connaissais rien. Et donc, c'est finalement arrivé avec une exécution ordinaire parce que Jean-Louis Livy, je l'ai rencontré quand il a voulu racheter les droits. Et je lui ai dit, bah, écoutez, très bien. Et il m'a dit, mais qui vous voyez comme réalisateur? C'est moi qui lui ai demandé, en fait. Non, je lui ai dit, mais qui vous voyez comme réalisateur? Et là, il m'a dit, vous. Je lui ai dit, pourquoi moi? Il m'a dit, bah, parce que quelqu'un qui a été dans l'aviation comme vous, qui sait diriger une équipe et qui sait écrire en même temps, il n'y a pas de raison qu'il ne sache pas réaliser. Donc, ça a été son idée. Et du coup, j'ai dit, bah, écoutez, OK, on y va. Donc, l'expérience est partie comme ça. Et après, j'ai fait mes films et après, j'ai monté ma société de production que j'ai aujourd'hui, avec laquelle on a fait Mustang, Papicha et encore d'autres films en ce moment. Et évidemment mes films, c'est-à-dire L'échange des princesses et Eugénie Grandet. Et puis on a fait des séries, on a fait des séries pour la télé, on a fait plein de trucs, des documentaires. Et voilà, puis les choses sont maintenant, il y a une sorte de roulement entre les moments où j'écris mes livres, les moments où je réalise, les moments où j'assume mon rôle de directeur artistique de la société de production, je donne des conseils pour les scénarios, je supervise de l'écriture, voilà. Donc je fais un peu tout ça. Et en même temps, l'endroit où je suis quand même le mieux, c'est l'endroit où les choses se font. Parce que moi, j'ai quelque chose de très pas particulier, c'est que ça ne m'intéresse pas. Si on parle de séries, par exemple, j'ai travaillé sur un nombre de séries incroyable où j'ai été très bien payé pour des choses qui ne se font pas. Et en fait, j'ai horreur de ça. Je déteste l'idée de travailler pendant des semaines, des mois, sur des choses qui ne se font pas. Or, les diffuseurs qui ont beaucoup d'argent sont prêts à aller très loin dans l'écriture. Et puis au dernier moment, ils vous disent, bah non, pour telle raison, alors politique, marché, enfin des raisons qui dépassent complètement les auteurs. Et ce coup, ils vous disent, bah non, finalement, on ne va pas la faire. Et
et c'est pour ça que l'écriture de série, c'est vraiment le dernier truc que j'ai envie de faire personnellement. Encore que là, je suis en train de discuter pour peut-être être showrunner d'une série, mais on verra. On en a pour l'instant rien. Ce que je veux dire, c'est que la vraie liberté, c'est la liberté de l'auteur. Quand vous êtes tout seul devant votre ordinateur, parce qu'on n'écrit plus à la machine à écrire, ni à la main, mais quand vous êtes tout seul devant votre ordinateur, ce qui m'arrive tous les matins, j'ai une liberté totale. Et cette liberté-là, je l'échangerai contre rien d'autre. Après, j'aime beaucoup le cinéma, mais le cinéma, c'est très compliqué. C'est très compliqué de monter un film. Il y a des contraintes qui sont des contraintes de format, comme la série d'ailleurs. Hein. Oui. Un livre, si vous voulez faire un livre de 400 pages, vous faites un livre de 400 pages. Si vous voulez faire un livre de 3 heures, vous savez déjà que vous avez perdu votre distributeur. Sauf mais quand vous écrivez, enfin, sans revenir au début où ça a dû quand même être un petit peu angoissant de passer, c'est quand même très lourd, même si on est très encadré, puisqu'on travaille avec beaucoup de gens, c'est quand même un travail complètement différent de réaliser. Quand vous avez adapté une exécution ordinaire, c'est vous qui avez fait l'adaptation, qui avez écrit l'adaptation. Qu'est-ce que vous avez, ça s'est passé comment cette écriture? Ça s'est passé, ça a été assez compliqué parce que c'est quelque chose que j'ai un peu perdu depuis, mais le problème de l'écrivain quand il écrit un scénario, c'est qu'il en met beaucoup trop. Beaucoup trop de dialogue, beaucoup trop de longueur. Vous écriviez avec quelqu'un ou vous écriviez tout seul? Non, j'écris toujours tout seul. Jusqu'à maintenant, j'écris tout seul. J'ai des projets pour écrire avec d'autres, mais et en réalité, quand vous écrivez, le défaut de l'écrivain, c'est de vouloir trop en mettre, de faire des dialogues qui n'en finissent plus. Et donc, j'ai commencé, comme beaucoup d'écrivains qui passent au cinéma, par faire un film de 3 heures, qui finalement a fait 1h52, mais, et tout était trop long. Et heureusement, il y a encore le montage où on peut raccourcir. Et alors, bon, il ne faut pas que ça arrive trop souvent parce que là, vous perdez les financiers. Si vous écrivez un film de 2 heures, vous tournez un film de 2 heures et qu'au montage, c'est plus qu'1h30, ça veut dire qu'il y a 30 minutes de tournage qui partent à la poubelle. Et ça, en général, on ne vous le pardonne pas. Donc, on apprend, mais sur une exécution ordinaire, je me suis, avec Jean-Louis Livy, qui était mon interlocuteur, on disait, bon là c'est trop long, il faut resserrer, donc j'ai resserré, puis il y a un moment où c'était bon, et donc on a tourné. Est-ce que ensuite vous avez adapté, je crois que L'Échange des princesses, c'est aussi une adaptation? Alors oui, L'Échange des princesses, c'est une adaptation de Chantal Thomas. Oui. L'Échange des princesses de Chantal Thomas. Donc, je disais tout à l'heure que là, en fait, quand je dis j'écris jamais avec quelqu'un d'autre, c'est pas vrai parce que sur L'Échange des princesses, j'ai écrit tout seul au sens où c'est moi qui tenais la plume. Oui. Mais je consultais Chantal Thomas. Je la consultais sur des aspects historiques, sur le livre, sur plein de choses. Et on s'est très, 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 très bien entendu. Et c'était très agréable. Et j'étais très content de partager. Mais sur l'écriture elle-même, je pense que c'est très difficile d'être à plusieurs sur un film. Là, le dernier film, celui qui va sortir, Eugénie Grandet, j'ai écrit tout seul. Et le fait que ce soit un livre tellement emblématique, est-ce que ça pose un problème quand vous adaptez, ou est-ce que vous abandonnez vraiment l'idée que c'est un livre, c'est Eugénie Grandet, donc voilà, comme il y a eu je ne sais plus combien d'adaptations des livres de Tolstoï ou de Victor Hugo. Non, moi j'ai énormément de respect pour Balzac et énormément d'admiration, donc ça c'est acquis. Après, dire ah oui c'est un chef-d'œuvre, de toute façon, un chef-d'œuvre, si vous n'avez pas un point de vue personnel, entre guillemets original, il ne faut pas l'adapter. Si vous voulez adapter le livre tel qu'il est, pourquoi l'adapter au cinéma?
Ouais. En plus, le cinéma, le cinéma, il y a une déperdition. J'en parle souvent. À partir du moment où vous adaptez un livre, c'est terrifiant pour ceux qui ont lu le livre. C'est terrifiant parce qu'eux se sont fait une représentation du livre. Ils ont leur imaginaire à travailler. C'est ça la beauté de la lecture. C'est qu'ils se sont appropriés les personnages, ils se sont appropriés les scènes, les lieux. Et puis d'un seul coup, boum, vous leur claquez un univers qui n'est pas le leur. Pas forcément. Donc il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut prendre si vous écrivez, si vous faites le scénario d'un livre connu, vous ne le faites pas pour les lecteurs du livre. Vous le faites pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Et pour ceux qui... et vous le faites avec votre modernité, avec le temps qui est le vôtre. Et donc, il faut partir avec l'idée d'une liberté totale. Après, vous pouvez plus ou moins trahir. Ça, c'est pas la question. Hein. C'est à vous de savoir ce que vous voulez respecter de l'auteur ou pas. Mais là, moi, j'ai fait une interprétation très moderne et en même temps vraiment film en costume. Donc c'est assez particulier et je suis assez content de l'avoir fait comme ça et les premières critiques me confortent dans ce sens-là, mais c'est non, il ne faut pas être obnubilé. Si vous êtes écrasé par Balzac dès le départ, il ne faut pas le faire, le film. Pour vous, niveau d'adaptation, quelle est l'adaptation qui vous scotche, par exemple? Celle qui vous a vraiment ému? Celle qui me scotche, c'est Ishiguro, Les Vestiges du jour, avec Anthony Hopkins. C'est une des plus belles adaptations de livres que j'ai lu par James Ivory. C'est sublime, c'est sublime. Et le livre est sublime, le film est sublime. Et c'est pas tout à fait la même chose, en même temps c'est pas très loin. C'est simplement ces deux auteurs qui se superposent. Ishiguro qui a été reconnu hein, quand même comme un grand auteur. Et James Ivory qui s'est approprié ce livre, qui a un grand malentendu en fait dans la profession, qui est que quand on adapte un livre, on l'adapte pour les lecteurs de ce livre, et ça n'est pas vrai. Et c'est ce qui fait que c'est aussi compliqué aujourd'hui, c'est que quand un livre a très bien marché, on achète les droits très chers, et très souvent le film ne marche pas, parce que tous les gens qui ont justement lu le livre n'ont pas envie de voir le film. Donc il y a un malentendu total, c'est-à-dire que vous allez dépenser pour un succès mondial 1 million, 1,5 million d'euros pour acheter rien que les droits, le scénario n'est pas écrit, et pour faire un film que les gens qui ont vraiment aimé le livre n'iront pas voir. Donc toute l'industrie est sur ce faux pied, ce qui fait que moi, comme producteur, je crois que ça ne m'est... Là, on a une option sur un livre, mais parce que c'est un livre qui nous a plu, donc tout de suite, on a décidé de produire, mais c'est très, très rare qu'on rachète des livres, en fait, des droits de livres pour faire des films. Parce qu'il y a ce problème au départ qui fait que très souvent, les livres, y compris les miens, quand on me propose de les racheter, c'est surpayé par rapport en fait à ce que ça peut amener au film. Et c'est une des grandes contradictions de ce milieu. Enfin bref, ça reste anecdotique. Voilà. Harold, est-ce que vraiment c'est une erreur alors d'adapter des livres? Une erreur, si, comme Marc Duguin le dit, si vous voulez ne parler qu'aux lecteurs de ce livre. Ce qui est important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et ce que disait Marc sur le point de vue. Moi, si je réfléchis à quelle est l'adaptation qui m'a le plus coaché, c'est The Hours. J'avais lu le roman de Michael Cunningham avant,
Et quand j'ai su que Dal Jory l'adaptait, je me dis, mais il ne va jamais y arriver, il va se planter. Cette variation autour du thème de Mrs. Dalloway, entre trois époques. Voilà. Et en fait, c'était sublime. Avec la musique de Philip Glass, il a tout sublimé, contemporanisé. Enfin, c'était vraiment magnifique. Donc, il avait un vrai point de vue sur le livre et il l'a affirmé jusqu'au bout. Et c'est ça qui est intéressant dans Le Jeu de la Dame. Moi, je n'ai pas lu le roman, mais il y a quand même quelque chose qui s'affirme. L'univers est très fort, la relation entre la mère et la fille est très forte, enfin la mère adoptive. Donc, il y a quelque chose qui a intéressé au départ celui qui a décidé d'adapter. Donc, c'est juste qu'il ne faut pas filmer juste l'histoire du livre. Il faut choisir, trahir un peu et se l'approprier, en fait, en accord avec l'auteur. Ariane, ça vous est arrivé de lire un livre et de vous dire moi, je veux être l'héroïne de ce truc et je voudrais qu'on l'adapte? En fait, non, mais là, par exemple, pas en tant que comédienne, mais moi, j'ai fait une fois, j'ai réalisé une fois une fiction pour la télévision. Et là, en ce moment, par exemple, il y a un livre sur lequel je travaille parce que je voudrais faire, je ne sais pas, une mini-série, ce qu'on appelle une mini-série sur un livre, oui, qui me tient très, très à cœur. Ouais. Et ça, je suis en train de travailler dessus et avec une productrice qui est intéressée et j'aimerais bien qu'on y arrive, quoi. Voilà, ça c'est vrai. Et bon, je connais très bien l'auteur, donc ça me permet de parler avec, mais par contre, je ne sais pas si je vais lui demander d'adapter son roman, si je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre. Alors, quand vous dites vous travaillez dessus, ça veut dire que vous-même, vous écrivez ou vous… Là, je suis en train de… Non, j'ai fait un synopsis, j'ai fait un truc, une présentation, un machin comme ça. Et aussi, justement, comme disait Marc Duguin, comme dit Harold, en fait, c'est le point de vue. C'est ça qui est très important. C'est le point de vue. Pourquoi, par exemple, vous avez envie d'adapter ce livre-là et pas un autre? Parce que certainement, au fond, dans ce livre-là, il y a quelque chose qui vous parle très, très fort, qui tape à la porte de votre conscience ou de votre cœur, je ne sais pas, ou l'un et l'autre, mais et qui vous donne, qui vous fait ressentir un besoin nécessaire, je dirais, d'adapter ce livre. Alors, je ne sais pas si ça va le faire, hein, j'en suis pas sûre du tout, mais voilà, parce que ça raconte une histoire qui m'interpelle énormément. Mais je ne veux surtout pas jouer dedans. C'est-à-dire, le chemin est tellement long du désir de création jusqu'à sa réalisation que si vous n'êtes pas animé d'une envie extrêmement forte et vous faites juste du business en achetant cette bonne histoire, etc., très souvent, ça se termine mal. Soit ça ne se fait pas, soit ce n'est pas bien. Si jamais le désir n'est pas immense de réinvention, moi je pensais, en écoutant Marc Duvin aussi, aux Adieux à la Reine de Bouna Jaco, autre livre de Chantal Thomas, magnifiquement adapté, beaucoup de caméras à l'épaule, etc. On n'avait jamais vu ça. Enfin, et on sentait qu'il y avait une sincérité dans son désir de filmer cette histoire très forte. Et donc voilà, c'est pas juste une facilité, parce que ça ne marche pas. Il faut avoir en soi une envie extrêmement forte et un désir qui va être communiqué derrière au scénariste. Moi, je conseillerais à Ariane de chercher un scénariste, parce que se trahir soi-même pour un romancier, c'est extrêmement difficile. Moi, je pense que c'est pas possible. Si tu veux que je te dise sincèrement, je pense que c'est pas possible. Je pense qu'il faut que l'écrivain, alors, qu'il me donne l'autorisation, d'ailleurs, en me donnant les droits, quoi. Tu vois, bon, bah, les droits, ça c'est bon. Mais enfin, mais qu'après, il me donne l'autorisation de m'emparer de son livre et puis de raconter l'histoire, quoi. Mais c'est pas seulement les droits à donner l'autorisation, je crois, parce que je me souviens que quand Sylvie Testu a adapté La vie d'une autre, je lui ai envoyé un mail en lui disant c'est mon livre, mais c'est ton film. C'est ton film, donc sois libre. Et elle m'avait vraiment beaucoup remerciée parce que j'ai l'impression que si j'étais réalisateur et que je vois un auteur qui ne veut pas, qui veut absolument participer à l'adaptation de son livre, je ne le prendrai pas, le livre. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas lâché le bébé, en fait, et qu'il va être pénible.
Non, Ouais, moi, je pense que… après, ça dépend des histoires, des projets. Absolument. Voilà, nous, on a eu Absolument. ce cas-là sur Les Sauvages avec Sabri Loata, qui était l'auteur du livre, qui a porté l'écriture du scénario de la série pendant des années et des années. Et puis, Zlotowski est arrivé et ça a été le déclic qui a fait que d'un coup, elle a mis le truc en forme. Et c'est là où on prend conscience Bien du sûr. fait que sans un vrai regard de réalisateur, ça peut patiner longtemps. C'est ça. C'est forcément une collaboration, en tout cas. Ouais. Donc, est-ce que le romancier qui maîtrisait dans son bureau tout seul son univers a envie de collaborer? C'est une question très personnelle. Est-ce que, Laure, vous avez des souvenirs d'adaptations qui ont duré très longtemps et où il y a eu plein de rebondissements ou quelque chose comme ça, Bah, par exemple? la série Les Sauvages est un très bon exemple, hein, puisqu'il s'est passé 8 ans entre le moment où la première option a été prise et le moment où la série s'est faite. Mais pour le meilleur. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, si ça ne s'était pas fait avant, c'est que la combinaison n'était pas bonne. Canal, d'ailleurs, a été très, très soutenant, hein. Ils ont vraiment suivi toutes les évolutions du projet. Ils ont toujours été là, toujours présents. Il y a même le producteur qui a déposé le bilan pendant le développement du projet. Bon, à cause d'un autre film, pas celui-là, mais en tout cas, il a dû transférer du coup le projet dans une autre structure. Bref, il y a eu plein d'aventures, à l'image de la série finalement. Mais en tout cas, oui, ça peut durer très longtemps. Et d'ailleurs, les éditeurs là-dessus sont toujours très solidaires. C'est-à-dire que quand vous avez un producteur qui est engagé depuis 3 ans sur un projet et qui vous dit, bon, OK, on n'avait que 2 options de 18 mois, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour prolonger. Moi, j'ai vraiment très rarement vu des éditeurs refuser de prolonger. En général, c'est vraiment, ils essayent d'accompagner le producteur dans cette période très délicate, même d'un point de vue financier pour les éditeurs, qui est la période du développement, où la période de l'écriture, c'est vraiment la période la moins financée, en fait, où paradoxalement, le producteur prend le plus de risques, puisqu'il n'a aucune aide, très peu d'aide. C'est son argent. Est-ce que vous avertissez, est-ce qu'il y a un accompagnement des jeunes auteurs? Parce que c'est quand même la manne. Dès qu'on met une option sur votre livre, vous faites des rêves. Donc… Non, c'est pas la manne. Alors, c'est ça que je voulais préciser par rapport à ce que dit Marc Duguin, c'est que un succès international, c'est les chiffres qu'il annonce certainement, mais moi, je les ai jamais vus, hein. Donc, nous, c'est plutôt 10 fois moins, hein, je précise quand même, pour qu'on revienne un peu sur Donc, terre. le million de dollars, là, c'était pas bon. Non, enfin, en tout cas, pas en France, quoi. Non, mais il y a deux marchés très différents. Il y a le marché de Voilà. la langue anglaise, qui est un marché gigantesque, extrêmement riche, Concurrentiel, ouais. très concurrentiel aussi. Et les autres marchés qui existent, c'est un marché qui grandit, mais ça n'a rien à voir avec le marché de la langue anglaise. Les Asiatiques n'achètent quasiment pas de films ou de séries en langue non anglaise. Ça commence un peu, Netflix contribue à ça, bizarrement d'ailleurs, à ce que ça voyage. Et on regarde nous-mêmes des séries turques maintenant. Mais ce n'est pas des chiffres gigantesques, non. Non, c'est pas du tout une manne, hein. D'ailleurs, il y a une ambiguïté dans une étude qui a été réalisée par Livre Hebdo en mai 2018. Sur 731 films sortis en salle en France, près de 20% étaient des adaptations. Mais en tête de liste, on trouve des comic books, de la littérature jeunesse et de la bande dessinée. Et surtout, les 3/4 sont des livres étrangers. Absolument. Donc, si vous placez du point de vue des éditeurs français, des auteurs français, la partie est toute petite, mais très joyeuse quand même. Moi, c'est la métaphore que je prends toujours, c'est Duras qui s'était acheté une maison de campagne avec les droits d'un barrage contre Pacifique. Donc, ce que j'explique, c'est que le marché de l'immobilier a augmenté et en plus, les budgets des films ont évolué. C'est-à-dire, on ne peut plus s'acheter une maison de campagne avec des droits pour un film maintenant. Moi, je vous montre un petit dessin parce qu'on rit quand même. Mais moi, juste par rapport à ce que tu disais, Frédéric, moi, je pense qu'aussi la littérature française, au tournant des années 80, sous l'effet du nouveau roman et le cinéma français sous l'effet de la nouvelle vague, est devenue beaucoup moins narrative, beaucoup plus psychologisante, des mondes intérieurs, etc. Ce que les Anglais, les Danois, les Israéliens n'ont pas suivi le même mouvement. Et cette efficacité narrative, elle revient par le roman jeunesse
et un peu par la bande dessinée. Donc, ce n'est pas anormal que tu cites dans les sources principales les bandes dessinées et les romans jeunesse, parce que les gamins, si jamais ils ne sentent pas qu'il y a quelque chose qui se passe à chaque page, ils laissent tomber le livre assez facilement, en tout cas beaucoup. Et je pense que ça s'est ressenti aussi dans le cinéma et les séries françaises pendant un moment, et on est en train de diversifier ça. Mais pour moi, il y a eu tout d'un coup un déficit de transmission d'une forme de narration. Il y a plusieurs formes de narration, mais on avait des grands feuilletonistes, par exemple en France, dans la littérature, et ils se sont un peu dissous depuis 30 ans. On les retrouve un peu justement par la jeunesse. Et bien sûr qu'il n'y a pas que les feuilletons, mais en tout cas, cette efficacité dramaturgique, on a perdu un peu sa grammaire pendant un moment et elle revient. Par ce biais-là. Nathalie, peut-être on va passer aux questions. Ouais. Alors moi, j'ai une question qui est un peu posée, mais je voulais la poser à Laure. Elle est peut-être complètement idiote. Est-ce qu'il y a des auteurs qui disent qu'ils ne veulent surtout pas être adaptés? Ah, bien sûr. Ça existe, ça existe. Oui, bien sûr, il y en a peu, mais il y en a. Et j'ai vu une question passer et je voulais vraiment préciser, est-ce qu'un auteur peut s'opposer à une adaptation? Alors oui, je réponds oui. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que l'auteur est toujours co-signataire du contrat de cession. Et on a un gros travail, nous, de pédagogie là-dessus pour lui expliquer quelles vont être les étapes, comment les choses vont se dérouler. Et donc, il y a une transparence absolue et totale vis-à-vis de l'auteur sur les discussions qu'on a avec le producteur. Il est vraiment co-signataire du contrat, hein, donc il cède les droits. Jusqu'à la dernière diffusion, d'ailleurs, qu'on voit avant que le générique définitif soit mis, et il peut refuser. Il y a des mentions très, très claires. Très contraignantes, ouais. Par exemple, dites-nous pourquoi l'élégance du hérisson, c'est appelé le hérisson. Oui. Alors, c'est pas moi qui me suis occupée de ce dossier puisque c'est chez Gallimard, mais effectivement, elle n'a pas validé la dernière. En fait, il y a toujours ce qu'on appelle la projection avant la configuration du générique. C'est le moment où l'auteur voit le film et dit si oui ou non il est d'accord pour qu'il y ait une association directe entre son œuvre et le film. Et j'imagine, parce que je n'ai pas les informations, qu'elle n'a pas aimé le film et qu'elle a demandé du coup à ce que son nom ne soit pas cité, que le livre ne soit pas cité et qu'en plus on change le titre. Voilà. Mais bon, le compromis qu'ils ont trouvé… Il y a même des mentions très précises sur une idée très lointaine au lieu d'adapter du livre. Souvent, il y a d'après l'œuvre originale et souvent adaptation. Quelle est la subtilité? C'est la même chose que ce que tu viens d'expliquer, Frédéric, là? C'est ça, cette subtilité-là? Il y a des mentions légales, officielles. C'est contractuel, en fait, c'est pas légal. C'est-à-dire que en fait, on se met d'accord pour, en fonction du niveau d'association que l'auteur veut avoir. Il peut dire librement adapter d'eux, adapter d'eux. Enfin, comme ça, on fait des gradations en fonction de son désir d'être associé ou pas au projet. Mais c'est vrai qu'en revanche, une fois que le contrat est signé, ça faut le rappeler aussi, et c'est pour ça d'ailleurs que l'auteur a le droit de retirer son nom. Une fois que le contrat est signé, comme le producteur investit, l'auteur ne peut pas, au dernier moment, quand il a vu le film, dire « Non, je ne veux pas ». Surtout s'il a dépensé l'argent, ça serait quand même… Voilà, surtout ça n'a plus de sens. Et c'est pour ça qu'en fait, on prévoit toujours cette possibilité de distanciation artistique, en fait. C'est tout simplement ça, hein, de manière à ce que le producteur puisse continuer son travail le plus sereinement possible, même si c'est jamais agréable. Hein. Ouais. Alors, dans la lignée des questions, Anne demande, est-ce que l'auteur est toujours sollicité lors de l'adaptation? Sollicité pour coécrire ou sollicité pour donner son avis? Pas de détails. Mais, oui, bien sûr qu'il est toujours sollicité. Aucune adaptation, aucun projet d'adaptation, aucune option n'est signée sans qu'on ait une discussion avec l'auteur. On demande souvent des notes d'intention aux réalisateurs ou aux scénaristes ou aux producteurs qui sont engagés dans le projet pour avoir la couleur finalement artistique. Idéalement, parfois, on peut avoir un début de casting. Là, c'est encore mieux parce qu'on peut avoir une capacité de projection sur les personnages avec les comédiens et les comédiennes. Donc, oui, bien sûr qu'il est toujours sollicité. Mais pas forcément pour écrire. Non, alors pour écrire, là, ça va dépendre de son désir, du désir du producteur, du réalisateur, tout ce qu'on vient d'évoquer, de son expérience. Anne a toujours une autre question. Est-ce qu'il y a des livres plus aptes aux adaptations?
Ah bah ça, c'est la grande question. Non, il n'y a aucune règle, désolée. Il y a des choses plus évidentes, mais parfois, c'est pas si évident que ça. Mais c'est exactement ce que disait Harold. Un livre, par exemple, je repensais au feuilletoniste, je pense à Frison Roche, premier de cordée. Ben voilà. C'est la pure tradition des feuilletonistes. L'adaptation, elle a déjà eu lieu 2 fois. Là, il y a un nouveau projet d'adaptation. Ben là, vous la voyez, vous voyez les rebondissements, vous voyez tout ce qui est dramatiquement très structuré semble toujours plus adaptable. Mais ça peut être un leurre. Vous savez qu'il y a eu 8 adaptations d'Anna Karénine. Ariane, Anna Karénine. Ouais. Non, Anna Karénine. T'es plus lâche, ma belle, de jouer. Pour la 9e adaptation. C'est Anna Karénine sur le retour. Le train l'a raté, quoi. Il y a que ça, quoi. C'est vraiment. Non, il faut jamais oublier ça. C'est très important, l'image, quoi. Nous, faut que ça marche tout de suite, quoi. Donc là, c'est même pas la peine d'en parler. Le pauvre prince André, il s'en irait en courant, pour rigoler, quoi. Yann, vous allez les voir, les adaptations, ou vous préférez rester avec l'idée du livre? Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Il y a des livres... Bon, moi j'aime beaucoup lire. Hein. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, il y a des livres que je ne vais pas voir au cinéma. C'est vrai. Ça j'avoue sincèrement. Il y a des livres que je ne vais pas voir l'adaptation parce que comme disait Marc Dugas, ou comme je vous disais tout à l'heure, je me suis inventé j'ai tellement tout inventé, la maison, les personnages, la couleur des draps, la couleur des serviettes, j'en sais rien, ou la campagne, si ça se passe dans la campagne, ça n'ira, même si le film est très bien, c'est complètement subjectif, c'est totalement subjectif, ça ne m'ira pas, voilà, parce que ce sera moins bien que ce que j'ai inventé. Plus subtil on ne pour pas vous, un nouvel Ariane. auteur qui réinvente quelque chose, on est moins tenté. On connaît l'histoire. Une adaptation qui vous a scotché comme pour Marc Duguin, ça serait laquelle? Je pose la question à tous les trois. Hein. Alors là, c'est la. Non mais moi je serais assez d'accord avec Les Vestiges du jour. Ouais. Comme disait Marc Dugas. Les Vestiges du jour, c'est un film absolument. Voilà, c'est comme un. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme un bonbon. Enfin, non, c'est pas le mot le bonbon. C'est pas un bon mot le bonbon parce que c'est pas ça. Mais c'est quelque chose. Il y a des livres que je relis toutes les années. Il y a des films que je revois toutes les années. Les Vestiges du jour, je le revois minimum 1 fois par an. Voilà. Ça, c'est réussi parce que les acteurs sont absolument prodigieux parce qu'effectivement, cette espèce de latent, ils savent jouer tellement ça, quoi. Ils savent tellement jouer le silence. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui savent jouer le silence. Et ça ne sort pas, ça ne se dit pas. Et ça, je trouve que James Ivory était très bien arrivé à retranscrire ça, qui est si asiatique, quoi. Le futur asiatique, quoi. Ouais, moi, je dirais ça, oui. Vraiment, ça, je lui pique l'idée parce qu'elle est vraiment, je suis complètement d'accord avec lui. Laure, vous? Moi, dans les adaptations que j'ai trouvées réussies, je pense à Orgueil et Préjugés, Pride and Prejudice, qui était, voilà, Jane Austen pour le coup. Mais je ne prends que les cas où j'ai lu le livre avant. Je tiens à le préciser. Parce que si on n'a pas lu le livre avant, ça ne marche pas. Hein. Et en revanche, dans le sens inverse, ça marche très bien. Quand on voit un film et qu'on lit le livre après, ça marche. Ça marche très bien. Il y a une lectrice un jour qui m'a dit « Mais pourquoi faire ça? On connaît déjà l'histoire. » J'ai dit « Oui, mais dans l'autre sens aussi. » Dans tous les cas, il y a une fois où vous connaissez l'histoire. Il y a une version de Pride and Prejudice avec Laurence Olivier des années 50 qui est sublime. Sublime. Ouais, je ne l'ai pas vue celle-là, effectivement. Il faut que je la voie. Ouais. Et c'est réalisé par qui? C'est qui l'a réalisé? Alors, je me souviens plus, parce que je l'ai vu à New York il y a très longtemps. Mais c'était, je vais te le dire. Je ne sais pas si c'est encore dans les données qu'on retrouve, mais. On la mettra. Et Laurence Olivier T'inquiète pas, je vais la chercher.
Moi, je vais en profiter pour dire que Ariane Ascaride a sorti un livre quand même, parce qu'elle n'est pas que comédienne, elle est auteure. Elle a sorti un livre en janvier aux éditions du Seuil qui s'appelle Bonjour pas, lettre au fantôme de mon père. Ça, c'est très important. Et elle avait fait aussi un très beau livre croisé sur la littérature et le rôle de la littérature. C'est un entretien avec Véronique Olmy, c'était aux éditions de l'Observatoire. Et je vous engage vraiment à lire cet entretien parce que vous allez apprendre Absolument. beaucoup de choses, Ariane, et sur le rôle de la littérature dans sa vie. Et c'était absolument émouvant. Voilà, je vous le dis en direct, Ariane. Vous l'avez déjà dit, mais je vous le dis. C'est gentil. Nathalie, je pense qu'on va conclure parce que sinon on Ouais. dépasse. Et sinon, on va dépasser. Donc, je vais vous remercier donc déjà tous les trois d'avoir été là ce soir avec nous. On remerciera Marc Duguin pour avoir répondu à ces questions. Demain, on se retrouve à 19h. On a une soirée avec les éditions Finitude où on recevra la cofondatrice des éditions Finitude et par la suite, on aura Olivier Bourdeau qui viendra parler de Florida. Voilà, donc ça sera demain à 19h. Encore un grand merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite, Frédéric. À demain. Merci Au revoir beaucoup. à tout le monde. Bonne Au soirée. revoir à tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir.